Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube et en description où il y a tout le chapitrage. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram. Et encore une fois, tant que j'y suis, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça permet à la vidéo d'être plus visible, à la chaîne de grandir. Voilà, c'est dit, c'est fait, on commence. Maintenant, tout d'abord, on attaque avec le premier tome sur 3 de Wonder 3, une œuvre de Osamu Tezuka, disponible aux éditions Isan Manga. J'avais parlé du tome 1 il y a quelques temps maintenant, quand il était sorti, il était disponible en France. Et en fait, j'avais acheté les 3 tomes sur le site d'Isan, ce qui fait qu'ils ont mis beaucoup de temps à arriver. Je les ai reçus il y a quelques semaines maintenant. Je voulais en parler après Astro Boy, je me suis dit, je vais faire une coupure avec Astro et Tezuka. Et je reviens avec Wonder 3, donc on va parler de ça pendant les 3 prochaines semaines, jusqu'au mois de décembre, et après, ça sera le calendrier de l'Avent. Donc Wonder 3, j'en avais pas, comme je dis, j'avais déjà parlé. On est sur une œuvre de SF où en fait on va suivre une sorte d'alliance de planètes qui analyse la Terre et dit pollution, racisme, antisémitisme, tout ça, c'est pas bien, c'est une planète de merde, on va la détruire. Donc les gens votent, 50-50, ils font bon, on va envoyer le Wonder 3, une unité d'élite, pour enquêter sur la Terre, voir si on la détruit ou non. Et on va suivre donc 3 enquêteurs de l'espace qui se transforment en lapin, en canard et en cheval pour enquêter, et ils vont faire la connaissance d'un agent secret, de son petit frère, qui est un petit peu un voyou, et donc ils vont sûrement par la suite apprécier la Terre. J'avais moyennement aimé le tome 1 à l'époque quand je l'avais lu, peut-être parce que je l'avais pas en main, je l'avais lu en PDF un petit peu rapidement. Et là, en le relisant, j'avoue que j'apprécie un peu plus le titre. J'aime beaucoup le propos qui me rappelle un peu celui de Valkyrie Apocalypse, où vraiment l'humanité va être détruite et on l'empêche. Sauf que dans Valkyrie, c'est les dieux et il y a un combat entre hommes et dieux. Là, c'est beaucoup plus de la SF avec un côté, on va vous montrer que c'est pas si mauvais la Terre. Ou peut-être que Tezuka était dépressif et il va montrer que les côtés négatifs. On verra par la suite. En tout cas, voilà, la semaine prochaine je parle du tome 2 et dans 2 semaines du tome 3. On parle maintenant de Olympia Kyclos, je devais en parler il y a une semaine ou deux, mais en fait, rupture de stock chez mon livreur parce que petite quantité, et on est 3-4 à l'acheter et je suis arrivé au quatrième, donc forcément, il n'y avait plus le tome 5. Donc on est après le tome 4 qui était génial avec cette histoire de relation père-fils, de catch, de lutte, et voilà comment quelqu'un s'intéressait au catch en rencontrant c'est quoi déjà? C'est un philosophe, je sais plus, c'est Platon, je crois? Je sais plus, il y a plus son nom, excusez-moi, bon. Et donc là, on est là-dessus, où Démétrios, avec son maître, met en place, enfin, il y a tout un délire avec les vases et ils font des mangas de Tezuka, mais surtout, ils font du catch, en disant, on va mélanger la lutte gréco-romaine, enfin, plutôt grecque, avec le théâtre, et donc ils font du catch en mode, à l'Antiquité, et après, toute une histoire où le héros doit retourner dans sa ville, Tritonia, et pour mettre les jeux en place, Apollonia, l'histoire avec le père d'Apollonia. Vraiment cool. J'apprécie quand même un peu plus le tome 4 était vraiment super bien pour les allers-retours dans le temps, etc. C'était vraiment cool. Là, ça reste toujours sympathique, surtout, il y a tout un délire sur le Kabuki et Héraclès. Voilà, je dis ça comme ça, c'est assez bizarre, mais vraiment toujours aussi cool. Mais c'est vrai que le tome 4 était très très bien, et le tome 5 est bien, mais je trouve que, comme encore une fois, l'histoire du tome 4 avec tout ce qui a été mis en place était génialissime, et c'était sûr et certain que ça allait être compliqué de faire mieux, et forcément, l'autrice fait un peu moins bien. On parle maintenant des éditions Vega Dupuis, avec tout d'abord le tome 5 de Genesis, qui pour moi est en train de devenir peut-être ma nouveauté préférée de cette année. Je trouve que c'est bien mieux que Opium Squad, qui est bien, mais avec le temps, je commence à être un peu moins dedans. On en parlera juste après. Donc on commence le tome avec le gros affrontement entre Taiga, notre héros, ses potes, et les Homo sapiens face aux hommes de Néandertal. Le suite du tome, c'est plus sur l'après ça, parce que autant le tome 4 montrait un peu le mode de vie, les inventions, comment faire réussir comme ça, c'était vraiment super cool. Autant le tome 5, on est beaucoup plus sur le côté psychologique où il y a un des potes, enfin une des filles qui est dans le groupe de Taiga qui lui dit t'as quand même tué des humains. Ok, on est dans le passé, ok, on n'est pas à notre époque, mais l'homme de Néandertal, c'est notre ancêtre. On a du sang de Néandertal dans notre sang, c'est un ancêtre qu'on a en nous, t'as tué des êtres humains, quoi. Donc, t'es peut-être en train de devenir un gros psychopathe, donc il y a toute une histoire par rapport à ça qui est sympathique, mais on est au tome 5, vous en avez tué des gens déjà, hein. Franchement, si c'est maintenant que vous commencez à être choqué,
franchement, je comprends pas. Autant je trouve que le héros qui a des remords sur le fait de tuer des gens et qui se dit: «Merde, est-ce que je vais pas bouleverser le futur en faisant ça?» C'est super intéressant. Et après ça, il y a des guerres où ils vont chasser du mammouth. Ce sera dans le tome 6. Voilà. En tout cas, Genesis, moi, j'aime toujours autant et c'est vraiment un titre que j'apprécie énormément. Maintenant, on parle de Manchuria Opium Squad. Donc, on est toujours, donc notre petite équipe est toujours dans la partie orientale de la Russie, Harbin. Et donc, il y a tout un affrontement entre la mafia donc, de la Mandchourie, donc les King Bang, face à la mafia russe de Harbin. Donc, ils vont se foutre sur la gueule. C'est sympathique, Manchuria, mais c'est vrai que plus ça va, plus le délire de base s'éloigne, ce qui est bien. Mais c'est vrai que là, je suis un peu distant par rapport au récit. C'est vrai que là, la partie en Russie, je me suis totalement déconnecté du récit et j'apprécie un peu moins le titre, là où les premiers tomes étaient vraiment cool. À voir où ça va aller ensuite. En tout cas, l'histoire avec le personnage qu'on a vu sur la couverture du tome 5 était cool, mais c'est vrai que je suis moins dans le récit là d'un coup. Plus ça va et je suis un peu moins dans le récit, ce qui fait que bah, je commence plus à préférer Genesis. Et autant Opium Squad sur les débuts, j'ai trouvé que c'était vraiment un des meilleurs titres de l'année. Et là, je suis arrivé au tome 6 et je me dis, finalement, il sera peut-être pas le premier. Et c'est un petit peu triste. Maintenant, c'est l'heure de Day Dark, le troisième tome, avec toujours cette petite couverture transparente où il y a un dessin qui apparaît qui est un petit peu différent. Donc dans ce tome-là, on a la réunification, tous les 4 fléaux de l'espace, donc Sangoza, le héros, Avakian, son sac à dos, Death de la mort, donc le personnage qu'on voit ici, et un personnage qui était apparu vite fait à la fin du tome 2, Tok Primus, sont réunis. Alors, pour l'instant, on sait pas trop comment s'ils vont s'allier ou non. Death de la mort a l'air d'être un petit peu méfiant vis-à-vis de ce personnage-là qui a un métabolisme un petit peu particulier. On revient un petit peu dans le passé. Est-ce qu'on va nous montrer un flashback où finalement les 4 fléaux se sont connus et c'est pour ça qu'on les appelle les 4 fléaux? Peut-être qu'ils ont un passé commun. On verra. C'est toujours aussi sympa, Die Dark. J'ai préféré le tome 2. C'est vrai que le tome 3 était sympa, un peu plus centré sur le Caprimus, mais pas tant que ça. Mais voilà, en tout cas, c'est plus sympa. Die Dark, tome 3. On parle maintenant des éditions Mangetsu avec le tome 12 de Aohashi qui commence là où s'est terminée la saison 1 de l'anime sur Crunchyroll. Donc il y a vraiment 2-3 chapitres, donc c'est le moment où Ashito a appris qu'il sera en groupe A, il rencontre Anna, on s'arrête là-dessus dans l'anime, et là c'est la suite où donc Ashito va rejoindre l'équipe A, va faire les premiers entraînements, et il va galérer sa race, parce que comme on lui dit, hein, tous ceux qui sont promus une première fois, qui vont de B à A, ils se cassent la gueule, ils se cassent les dents, ils reviennent en équipe B, parce que bah, le niveau est vraiment très élevé. Déjà que le B c'était déjà très élevé pour Ashito, là le A c'est un truc de fou, et bah, on lui explique, hein, si t'as été repéré c'est pour ta vision de jeu, faut que tu mettes ça, faut que tu t'appuies sur ce talent, et donc il commence à s'appuyer dessus. Il va faire des entraînements, il va cravacher, il dit ouais, même si je me mets en défense, je le fais quand même, je vais vous prouver que je suis le meilleur. Et il lâche rien là où les autres ont un peu plus la langue qui pend en disant ah c'est chaud quand même la A. Shito, il lâche rien, il a la niaque, il a envie de jouer quoi. Et ça c'est vraiment cool. En tout cas, bah vivement le prochain tome. En tout cas, Awashi c'est toujours aussi bien. On parle maintenant de Keiji, tome 9 sur 18, donc on est déjà à la moitié. Alors, j'ai vu une news passer il y a quelques temps maintenant, comme quoi les prix des tomes allaient augmenter parce que la série se vend pas si bien que ça, ce qui fait que pour que l'éditeur ait un équilibre, bah, ça lui fait pas se perdre d'argent, bah, on augmente le prix avec un tirage un peu moindre. J'espère que ça n'aura pas des conséquences sur le long terme avec les gens qui vont se dire, bah ouais, mais un bouquin à 10 balles, enfin, si je gère le prix, hein, c'est peut-être pas ça, bah, je vais peut-être arrêter, ce qui fait qu'il y aura encore moins de lecteurs, et donc ça va peut-être péricliter le titre. Après, je suis pas un éditeur, ils ont fait ça, ils ont peut-être réfléchi, hein. Voilà, en plus de ça, au mois de janvier, on va avoir un nouveau titre dans la collection Tetsuhara chez Mangetsu, donc c'est le dernier titre en date de l'auteur sur Oda Nobunaga qui va faire une vingtaine de tomes, enfin 20 tomes même, donc j'ai hâte de voir ça. Donc dans ce tome-là, on finit l'histoire avec le clan Fuma, avec l'histoire du Kabuki, etc., qu'on avait eu dans le tome précédent, et on attaque un premier gros arc, je dis ça comme ça parce que là on a marqué un truc qui s'appelle la conquête de Sado, donc qui va démarrer un nouvel arc. J'ai pas grand chose à dire, encore une fois, Keiji. Giolotte, en fait, ça qui est des tomes où j'apprécie le truc, d'autres où j'apprécie un petit peu moins. À voir l'histoire du clan Sado. Je pense que s'il se termine dans le prochain tome, je relirai tout pour avoir peut-être tout en tête, mais c'est vrai que Keiji, je pense que c'est un titre que j'apprécierai. Peut-être que je l'ai dit plusieurs fois, je pense que je l'apprécierai beaucoup plus quand j'aurai tout lu et que je relirai tout d'une traite que là, le lire mois par mois, je suis un poil moins dedans.
mais ça reste quand même un bon petit titre. 11e et dernier tome de Made in Heaven, édition Akata. Donc ça faisait 3 ans que je suivais le titre avec des hauts et des bas. Et donc là, on est sur la conclusion de cette histoire de réincarnation d'un moine qui se réincarne au fil des années et qui veut toucher des boobs. Et donc on est à sa dernière incarnation, c'est un mangaka qui fait un ecchi sur des gros seins. Et donc son assistante, c'est la fameuse fille en question. Donc on a la conclusion de tout ça, avec un passage, je sais pas, il dit « Ah mais en fait, depuis le début, tu racontes mon histoire et c'est moi le réincarné ». J'ai trouvé que ça sortait un petit peu comme ça, un cheveu sur la soupe. Je me dis: «Tiens, il y avait jamais rien». Alors peut-être que j'ai oublié au fil des temps. C'était un truc qui a été amorcé depuis longtemps. Là, j'avoue que c'est arrivé comme ça. J'ai trouvé que c'était un peu une sorte de rebondissement pour pas grand-chose à quelques chapitres de la fin. Par contre, j'ai beaucoup aimé, la conclusion où donc en fait, l'héroïne, en fait, s'était épris du mauvais garçon. Donc, on finit là-dessus, le personnage meurt, et on nous montre en fait la nouvelle incarnation, où cette fois le mangaka se réincarne dans un nouveau mangaka qui fait des mangas au numérique, encore de ecchi. Son assistante, c'est encore la fille, sauf que cette fois elle dit « Non mais je pense que je suis vraiment amoureux du gars à lunettes ». Et donc, en gros, je suis amoureux de toi depuis le début, je me suis pas tombé amoureux de mes 8 précédentes incarnations. J'ai bien aimé l'idée qu'en fait, finalement, le manga qu'on lisait, c'était le manga que dessinait sa dernière incarnation. Finalement, on ne pas juste une histoire, mais une histoire dans une histoire, qui en plus, qui raconte des histoires dans l'histoire. Je raconte n'importe quoi là, parce que comme dans le manga, on suivait un mangaka qui dessinait un manga sur ses précédentes vies, mais que finalement, à la fin, on nous explique que c'est un autre mangaka qui écrit le manga qu'on est en train de lire. Voilà, j'ai bien aimé ce délire-là, cette mise en abîme à la Inception, où à la fin tu comprends plus rien. Mais voilà, en tout cas, c'est sympathique, Made in Heaven. Je relirai sûrement les 11 tomes dans pas longtemps ou dans quelques temps, juste pour tout me remettre en tête, parce que c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses et la série a commencé il y a déjà peut-être 2 ans. J'ai plus tout en tête et c'est vrai que juste l'histoire de l'autre incarnation, j'ai moins aimé. On parle maintenant de Beast Complex tome 3 sur normalement 3, de ce que j'ai compris, mais des gens disent qu'il y aurait un quatrième tome, je suis au courant de rien. Si vous avez des infos, dites-le moi en commentaire. Donc toujours aussi sympathique, il y a 7 histoires courtes dans ce tome-là, ouais c'est ça, 7 histoires courtes, qui sont sympathiques. Il y a une histoire en plus en rapport avec les Goshi. Je crois qu'il y a un autre personnage qui apparaît, c'est l'Alpine qui s'est fait défigurer, qui je crois apparaissait dans l'histoire, qui était une pote à Haru. J'ai beaucoup aimé la première histoire avec le serpent qui voit un de ses potes mourir et qui, pris de panique, se dit « Oh putain, on va croire que c'est moi !» Et il l'avale et donc il a un gros ventre pendant tout le reste du chapitre. C'était vraiment cool, l'histoire du massage. L'acteur aussi, l'histoire de l'acteur qui à la fin révèle son crime. Non franchement, Beast Complex, un très bon complément à Beastars avec des très bonnes histoires. Limite des fois je lui dis, ça aurait été hyper intéressant de prolonger ça dans le manga sur peut-être plusieurs chapitres, tellement il y a des très bonnes idées autour de personnages et de relations. En tout cas, Beast Complex, voilà, très bon complément à Beastars. J'espère que Kiyun va éditer les autres titres de Paru Itagaki, parce qu'elle a écrit 2-3 mangas plus ou moins courts. J'espère que ça va sortir chez eux prochainement, une fois qu'ils auront fini Beast Complex. Maintenant, il est temps de parler de Valkyrie Apocalypse tome 14. Donc là, on est sur la conclusion, l'épilogue du précédent match, donc Bouddha contre Zerofuku slash Mara. Et on se rend compte que l'unité des dieux commence un petit peu à s'effriter parce qu'il commence à y avoir des tensions. Notamment, on voit Odin qui va voir Belzébuth, et tu sens qu'il commence à y avoir des petites tensions entre eux. Il y a le fait que les dieux sont à égalité avec les humains, ce qui est pas normal, et donc ils disent on va peut-être envoyer un vrai dieu balèze pour y aller. Au début, Ares dit je vais y aller, et finalement, on envoie Hadès, qui n'est pas le dieu des enfers, mais ils disent Helfheim, donc qui est l'enfer au sens nordique. Est-ce que Hadès est le dieu de tous les enfers? Donc genre il aurait unifié tous les enfers de tous les panthéons, et donc il règne sur l'enfer en règle générale. Parce que normalement, il y a un dieu des enfers dans chaque panthéon. Il y a Elle dans le panthéon nordique, donc la fille de Loki qui règne sur le Helfheim, donc l'enfer où les gens normaux meurent, ne vont pas au Valhalla ou ailleurs. Dans la mythologie égyptienne, il y a un dieu. Dans la mythologie bouddhiste, il y a un enfer, etc. Est-ce que Hadès, ça serait pas le dieu de tous les enfers, chrétiens, etc., mythologiques? Je ne sais pas, on verra peut-être dans les prochains tomes s'ils développent ça. Et en face de lui, il affronte un personnage très charismatique. J'adore quand il apparaît, quand il se pose sur un siège d'un dieu, qui balance Arès, qui se fait bolos, il lui fait sûrement une prise de kung-fu ou d'arts martiaux, enfin, il explique ça un petit peu après. Et en fait, c'est King... Alors, ça s'écrit Q-I-N, donc on pourrait dire Qin Shi Wang, mais en fait, le Q chinois se prononce Sh. Donc il faut dire Shin Wang, donc Shin parce que
c'est le premier unificateur de la Chine, qui a unifié tous les royaumes et donc son royaume à lui, la Chine, bah, il l'a après, il a dit: «Bah, c'est l'empire de Chine» et donc bah, Qin Shi Huang, pour ceux qui savent pas, c'est Heisei dans le manga Kingdom. Donc en fait, là, on voit le futur de de Heisei de Kingdom. Bon, une version un peu plus, fantastique parce qu'il a tué un roi démon, dieu roi démon et cetera. Il est super balèze et là, le combat est vraiment oufissime. Comme ils disent, hein, c'est un combat de roi entre le roi des enfers et le premier roi de la Chine qui a unifié tout un empire et cetera et on voit toutes les dynasties qu'il y a eu ensuite. C'est, bah, lui le 1er, à avoir unifié toute la contrée chinoise. Vraiment très, très cool le combat pour l'instant, notamment, bah, l'arme qu'il a. La suite va être oufissime, en tout cas, Valkyrie Apocalypse. Bah, là, le 7e combat, après ça, on sera plus de la moitié. Ah purée, je me dis au moins une trentaine de tomes et ça va être 30 tomes de pur plaisir. Maintenant, on parle de Jujutsu Kaisen tome 17. Donc on est dans... Alors je sais pas s'il a un autre nom, mais moi je l'appelle l'arc de la famille Zenin, du clan Zenin, la guerre de succession, parce que dans le tome précédent, on nous avait dit que voilà, le précédent est mort, donc le suivant, ça aurait dû être son fils, mais dit non, finalement, on va prendre Fuchiguro, parce qu'il est trop fort. Et donc il y a ce personnage-là qui a un petit peu la haine, et il y a tous les autres membres on nous présente un petit peu d'autres membres du clan, notamment bah, le père de Maki et Mai, bah, l'oncle de Fujiguro du côté de son père, bah, lui, son père à lui, etc. Et il y a quand même pas mal de gros bails dans le clan Zenin où ils se foutent sur la gueule. Le passage avec Maki et son père, et tout ce qui est ensuite, génialissime. Maki, best perso. Clairement, ce qui lui est arrivé durant Shibuya, c'était une dinguerie, mais ce qui arrive dans ce tome-là, putain de grosse dinguerie. Vraiment, Jujutsu, waouh, ça part dans des délires vraiment ouf. Et j'ai aussi beaucoup aimé le début où bah il y a Yuta qui récupère Itagaki. En plus, il y a un petit flashback là-dessus qui, pour l'instant, je sais pas trop ce qu'ils veulent nous faire dire sur Itadori, mais donc je reviens sur Yuta, bah, qui en fait ne veut pas tuer le héros, il veut juste l'aider parce que voilà, ils ont un maître commun, il lui a dit ouais, protège-le. J'avoue que sur le coup, quand il a parlé, il a dit ouais, je vais tuer Itagaki, je me suis dit c'est horrible de se dire que le perso qu'on a un petit peu aimé dans le jeu de Sub-Zero devient un méchant, et finalement non, il faisait juste semblant. Ah, ça va être cool. Là, franchement, quand il va y avoir un gros combat, ils vont tous être ensemble, ça va être une putain de dinguerie. Jujutsu Kaisen, vraiment très très bon tome. On finit avec une bande dessinée, Les Futurs de Liu Cixin, c'est le tome 5 sur 6 actuellement, mais en tout il y en aura 15. La perfection du cercle. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette BD se passe après les événements de Kingdom. On est genre une génération après, parce qu'ils disent que la Chine, enfin le royaume de Chine a unifié toute la Chine. Et donc là, on est sur le petit-fils sûrement de Heisei. Et il y a tout un délire, alors c'est assez intéressant, mais en même temps très particulier, parce que on est dans un délire à la fois antico-chinois, mais futuriste, parce qu'en fait, on suit un savant qui veut créer la plus puissante armée, la plus grande chose du monde, et donc il parle du fait que le cercle, c'est la chose la plus parfaite, qu'il faut faire Pi, en fait, il veut essayer de démontrer Pi, et donc il y a tout un délire où il fait une armée avec des histoires de bits, etc. Enfin, on le voit en plus derrière, sur le fond, il y a des composants de PC, on dirait une carte graphique ou une carte mère. Il y a tout un délire de mathématiques qui est très particulier, qui est pas forcément hyper simple à saisir, parce que j'avoue que sur le coup, j'ai pas tout pété au truc. Alors en même temps, il y a des bails de complot dynastique entre les familles, ce qui fait que j'ai pas forcément tout saisi au bouquin. C'est pas mauvais, et en fait, il est très particulier parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on était vraiment sur de la SF pure et dure, quasiment, où il y avait un petit délire. Ouais, le premier, c'était la Terre va disparaître, donc on va dans l'espace. La deuxième, c'était il y a le désert qui apparaît, il faut qu'on crée un truc pour empêcher ça. La troisième, c'est il y a un empire qui vient voir des enfants et qui se rend compte que la Terre, elle est pas si mauvaise. La quatrième, c'est des histoires d'empire, et donc il y a de monnaie, d'argent, de civilisation. Et là, on est vraiment sur un truc pur médiéval, enfin même pas médiéval, antique, parce qu'on est vraiment dans l'Antiquité, on est avant Jésus-Christ, on est en moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ, et il y a juste un petit délire de mathématiques qui est très particulier. Comme j'ai dit, j'ai pas forcément peut-être tout saisi, et je pense qu'une seconde lecture me fera peut-être apprécier un peu plus le bouquin, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, c'est vraiment très très cool. Donc voilà, c'était mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Encore une fois, ça fait toujours plaisir et ça permet à la chaîne de grandir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux. Et bah sur ce, moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!